Et on enchaîne sur ce sujet plus que d'actualité sur la loi de finances, puisque désormais, nous avons un Premier ministre, c'est déjà bien, hein, mais il manque encore des finances, une loi de finances proposée et votée. Alors oui, je vous rappelle que le projet de loi de finances qui devrait être présenté au Parlement avant le 1er octobre, selon les termes de la loi organique relative aux lois de finances, prend du retard. C'est avec déjà 1 mois et demi de retard que le tiré à part, c'est-à-dire les premières lignes des dépenses prévues pour le budget, qui aurait dû être présenté aux parlementaires avant le 15 juillet, a été finalement transmise le 2 septembre seulement. Alors, on a eu d'ailleurs des alertes à ce niveau-là. Claude Raynal, le président socialiste de la Commission des finances au Sénat, a dit on ne peut pas sans arrêt bidouiller le calendrier budgétaire. C'était dans sa conférence de presse du 4 septembre. Et puis, Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, tire la sonnette d'alarme à son tour et dit le prochain budget sera sans doute le plus délicat de la Ve République. Il y a urgence à réduire les déficits publics au risque que la France soit plongée dans une situation budgétaire dangereuse. Je le cite, c'était une interview dans Le Parisien. Alors, pour parler de ces déficits et de cette loi de finances qui, de toute façon, est plus que chaude, nous sommes avec Éric Bocquet, que je suis très heureuse d'accueillir. Bonjour Éric Bocquet. Oui, bonjour Madame Oudiakova. Merci d'être avec nous. Je rappelle, sénateur communiste du Nord, membre de la Commission des finances et auteur notamment de ce livre « Milliards en fuite, manifeste pour une finance éthique » aux éditions du Cherche Midi. Et puis nous sommes également avec Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Et fondateur de la lettre d'information L'investisseur sans costume, Éric Bocquet, évidemment. Je me tourne vers vous d'abord. Quelle est votre réaction, vous qui êtes membre de la Commission des finances aujourd'hui, non seulement sur le retard, mais aussi sur évidemment la difficulté à trouver un budget aujourd'hui en France avec les déficits, les nouveaux déficits annoncés et les milliards de dettes? Alors, le déficit, il existe depuis 50 ans, rappelons-le. Oui, Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet. Oui. Rappelons quand même que cette année, la loi de finances qui s'applique là, pour 2024 est financée à part égale par les impôts et les taxes et la dette. La France réemprunte cette année 285 milliards d'euros, apparemment sans difficulté, et on va payer 52 milliards d'euros d'intérêts. Donc, je dis ça parce que, non pas pour minimiser le problème, c'est vrai qu'il y a du retard, c'est vrai que là, on patauge un peu dans la cuisine politicienne pour sortir un gouvernement qui va ressembler à une salade niçoise, peut-être, c'est très compliqué, mais déjà, on a des indications de pression, on entend, vous avez cité M. Moscovici à la Cour des comptes, on a entendu Bruno Le Maire mettre en cause les collectivités dans le dérapage budgétaire, 16 milliards qui manqueraient, enfin, voilà, il y a déjà une musique qui se met en place, on a la procédure pour déficit excessif de l'Union européenne. Bon, voilà, la machine est lancée et lancée en juillet. On travaille. Oui, alors vous souhaitez qu'on commence le travail, mais quelles sont les orientations, à votre avis, qu'il ne faut pas prendre et qui sont en train d'être prises? Écoutez, il faut sortir de ce cycle infernal de la réduction des dépenses publiques. On n'est pas dans un problème de dépenses excessives, on est dans un problème de recettes qui diminuent régulièrement depuis des années. On ne peut pas décider les exonérations, les dégrèvements, les niches fiscales, l'allègement des impôts, la suppression de l'ISF par exemple, et constater un jour qu'il y a un déficit. Un budget, la comptabilité, ce sont des recettes et des dépenses. Voilà, alors oui, on a un volume de dépenses, on a un modèle social qu'il faut financer, et qu'on est capable de financer, j'en suis convaincu, mais décider de manière systématique de réduire l'impôt, notamment des plus aisés, des plus grands groupes. C'est ce que j'allais vous dire. Je n'ai pas l'impression que l'impôt des Français moyens ait particulièrement été réduit, au contraire. Il y a eu des petites mesurettes, mais sincèrement, les inégalités se sont accrues. Le nombre de tranches d'impôts n'a pas augmenté. Il y en avait 14 dans les années 80, on est à 5 aujourd'hui, avec un taux maximal à 45%. Voilà, donc... Parce qu'on est quand même dans les records, on est quand même dans les records d'impôts au niveau européen, donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément de ce côté-là qu'il faut réfléchir. Oui, mais vous savez, la réduction de la dépense publique qu'on applique depuis des décennies ne nous a pas sorti de l'ornière. Et voilà, c'est la voie à éviter, c'est celle-là. D'accord. Alors, Guy de Lafortelle, même question pour vous. Quelles sont les urgences et les problématiques de cette loi de finances sous haute tension? Alors, c'est là où je suis d'accord avec monsieur le sénateur. C'est que moi, j'ai un peu l'impression de me retrouver en 2010-2011, au moment où on venait nous expliquer très sérieusement que dès qu'on avait une dette publique qui était au-delà de 100% du PIB, c'était la fin des haricots et que nos économies allaient s'effondrer.
Et ces grandes théories, donc à la suite de la crise de 2008, provenaient essentiellement d'un travail de Kenneth Rogoff qui s'est avéré faux, mais vraiment radicalement faux. Il y a une erreur de comptage de cellules sur un tableau Excel, c'est pour vous dire à quel point le truc était stupide. Et on retombe un peu dans cette situation où tout d'un coup, vous avez, je suis d'accord, la musique revient avec cette espèce de catastrophisme. Et je ne suis pas certain que d'un point de vue d'effondrement ou d'urgence, ce soit tellement différent d'habitude. En revanche, pour revenir sur la question du modèle du financement, parce que c'est-à-dire que notre budget aujourd'hui, c'est 80% de modèle social de redistribution. Il y a un sujet qu'on connaît très bien, qui est que si on veut pouvoir le financer durablement, il faut le plein emploi. C'est-à-dire que plutôt que de s'écharper sur les questions, est-ce qu'on paye trop d'impôts ou est-ce que les choses marchent beaucoup plus facilement si on quand on est en tous. plein emploi. C'est quelque chose, c'est-à-dire que si on prend un exemple, en France, on a 4 personnes qui travaillent pour en faire vivre 10. Là, je parle vraiment de la naissance à la mort. Là, plutôt que de parler de population active occupée, c'est vraiment combien de personnes travaillent pour amener le beefsteak pour tout le reste de la population. 4 pour 10 en France. En Allemagne, c'est 5 pour 10. En Suisse, c'est 6. 6 pour 10 en Suisse, c'est-à-dire 50% de gens qui travaillent en plus à population équivalente. C'est monumental, ces différences. Ça change tout. Et en France, malheureusement, c'est un sujet qu'on a du mal, dont on a du mal à parler, parce que aujourd'hui, si vous voulez faire ça, il y a un moment, il faut protéger vos emplois. Et ça, protéger vos emplois, ça veut dire à un moment refuser on a perdu plus d'1 million d'emplois industriels avec des ouvriers qu'on ne sait pas derrière. Replacer soit en développeur informatique ou en aide. Donc, on a aujourd'hui des populations qu'on a sacrifiées. Pourquoi ? Parce que on n'arrive plus à gérer nos frontières par nous-mêmes. Et ça, à mon avis, c'est un gros problème. Et je vais terminer sur le fait qu'à mon avis, on arrive aussi dans un moment où quand même l'eau devient un peu plus chaude à chaque fois. C'est que on est dans un moment où on a des taux qui sont quand même très élevés et qui fait qu'effectivement les 50 milliards sont amenés, de poids de la dette, de service de la dette sont amenés à augmenter avec les années et de plus en plus vite. Parce que on a aussi la BCE qui a arrêté de racheter les dettes et qu'aujourd'hui ces dettes sont rachetées, c'est pas public. Moi, je pense que on devrait savoir qui détient la dette publique de la France. Oui, et qui détient alors ? On ne le sait pas, c'est pas la dette étrangère, on ne sait pas. En revanche, ce qui est très probable, c'est que ce soit des grands fonds américains. Ça, faut pas. Il y a un type moment. BlackRock, justement, pour revenir à l'un de nos sujets. Ces gens-là, BlackRock se vante généralement d'être surexposé à la dette française, mais c'est pas gratuit, ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui utilisent cette influence. Et ça, c'est des choses qui sont nouvelles. C'est-à-dire que c'est le fait et même le fait que la BCE détiennent 20%, presque un quart de la dette française, c'est quelque chose de très particulier parce que techniquement c'est la Banque de France qui détient cette dette, mais c'est pas la Banque de France qui décide de ce qu'elle en fait. Donc, à mon avis, la dette détenue par la Banque de France est presque à considérer comme de la dette étrangère. Mais bon, ça, c'est un peu spéculatif. Mais on est dans une situation qui devient de plus en plus difficile parce que vous avez cette inflation, vous avez des rentrées budgétaires qui sont pas celles qu'elles étaient, et vous avez cette dette qui, quand même, devient de plus en plus difficile à placer. Et en tout cas, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher de ne pas réussir à équilibrer notre budget en perte d'influence sur la scène internationale. Oui. Alors, Éric Boca, est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée déjà que peut-être que, au lieu de se demander si on paye tous trop d'impôts ou pas assez d'impôts, qu'il faut d'abord repenser le travail et notamment la question de la désindustrialisation, ça fait partie des choses, effectivement. Là, enfin, je vais dire une lapalissade, mais pour résorber la dette, déjà, il faudrait un budget sans déficit. Ça veut dire un impôt qui permette de faire face à tous nos besoins, un État vraiment souverain. Et notre collègue l'a dit, il y a un problème d'influence quand même. Comment peut-on accepter
qu'on ne sache même pas qui détient la dette française. Oui. Ce sont les marchés financiers mondiaux. Enfin, c'est une force de frappe considérable. Et le coût que ça représente, 52 milliards cette année en intérêts, et on réemprunte 285. Et dans la loi de programmation des finances publiques qui a été votée l'an dernier, en 2027, le premier poste des dépenses du budget de la France, ça sera les intérêts de la dette, 72 milliards d'euros. Oui. Dans les conditions d'aujourd'hui. Ça, c'est pas de la souveraineté. On parle de dette souveraine pour une dette d'État, mais on est complètement vassalisé. Ce sont les marchés financiers qui font la pluie et le beau temps. Oui. Il est temps qu'on retrouve notre souveraineté et on a les capacités de le faire. Le PIB de la France augmente chaque année. Il était à 2800 milliards en 2022. Il va encore augmenter cette année. On a eu évidemment l'épisode Covid qui est un peu exceptionnel où là, ça s'est effondré, mais très vite, c'est reparti en avant. Le PIB ne fait que croître depuis 40-50 ans. Il n'y a pas de problème. Regardez les courbes, c'est régulier. Donc, c'est un problème de répartition de la richesse après et de destination des investissements des entreprises et de l'État pour rendre la société plus juste. Parce qu'il y a des besoins, je citerai l'hôpital, l'éducation, je ne fais pas un dessin, C'est ce que il y a des j'allais vous besoins dire. colossaux. Alors, beaucoup d'éléments dans ce que vous dites, parce que d'abord, pour revenir sur la dette détenue par des intérêts étrangers, ça pose de véritables problèmes. Aujourd'hui, au Sénat, en commission parlementaire, c'est des sujets que vous ne pouvez pas aborder? Si, d'ailleurs, je vais me permettre de faire un peu de pub personnelle. J'ai commis un livre l'an dernier, au mois de novembre, que j'ai intitulé « La dette à perpète », point d'interrogation. Parce que j'ai travaillé sur ce sujet, étant effaré par depuis 10 ans, je crois que c'est 432 milliards d'euros d'intérêts qu'on a versés au marché financier, sans jamais rien régler. Et on réemprunte. On est comme le hamster dans sa roue qui tourne, là. Oui, voilà. Sauf qu'elle tourne de plus en plus vite, en plus. Voilà. Oui, donc on débat ces sujets en commission des finances, mais le discours dominant est celui qu'on entend depuis des décennies, catastrophiste et culpabilisateur. C'est nous, les Français, qui sommes responsables de cette dette parce qu'on vit au-dessus de nos moyens. Oui. C'est un mensonge absolu. C'est ce que j'essaie de démontrer modestement dans ce bouquin. Oui. La dette est devenue un sujet politique et non pas un sujet budgétaire financier. Alors, très bien, mais justement, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, cette histoire de politique, et j'aimerais bien qu'on le développe. Mais ce qu'on a entendu aussi dans votre propos juste avant, c'était aussi de dire, bon, les impôts, il va falloir les augmenter. Pour le moment, on n'a pas assez de recettes. Sauf que vous parlez d'un PIB qui augmente. Je crois que, en tout cas, les Français vivent un grand déclassement aujourd'hui. Donc, ils ne sentent peut-être pas l'enrichissement dont vous parlez. Et augmenter les impôts pour ces Français-là, nous, qu'on reçoit régulièrement ici, ces petits entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte, on se demande à quel endroit, à quel moment ils vont pouvoir payer une augmentation d'impôts. Ça me semble impossible. Moi, je suis un militant de l'impôt. Militant de l'impôt, mais un impôt juste, progressif, équitable et un impôt auquel personne n'échappe. Il y a d'autres ressources que la fiscalité. Si on parlait un peu d'évasion fiscale, vous avez cité mon bouquin là, l'évasion fiscale qui nous coûte des dizaines de milliards d'euros chaque année, il va vraiment falloir qu'on s'attaque sérieusement à ce sujet et pas se contenter des 12-13 milliards qu'on récupère chaque année. L'échelle, c'est 60-80 milliards d'euros par an. L'autre piste qu'on pourrait explorer, j'ai parlé tout à l'heure des niches fiscales, les systèmes de déduction fiscale. Vous savez combien de dispositifs il y a en France? Il y en a 465 qui représentent 94,2 milliards d'euros pour les finances publiques chaque année. Je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, je dis qu'il faut regarder à l'efficacité de ces niches. Les niches utiles, on les garde, les niches qui ne rapportent rien, on les supprime. 94 milliards d'euros chaque année. Voilà. Et les intérêts qu'on paie au marché financier, 52 milliards d'euros. Il y a là quelques pistes à explorer, à mon avis, en matière de ressources fiscales et financières pour le budget de l'État. Sur le service public, vous parliez vous opposiez à la réduction des dépenses publiques. Seulement, est-ce que vous ne pensez pas aussi que là, autant on voit que nos hôpitaux, nos écoles manquent terriblement de moyens, autant il y a peut-être aussi une sur-administration qui a tendance à asphyxier le service lui-même. Est-ce que vous ne pensez pas ça? Non, franchement, vous voyez, je suis élu local, encore je suis conseiller municipal dans ma petite commune, là. Je mets au défi quiconque de démontrer que dans une collectivité, il y a 1 euro gaspillé. Alors ça aussi, c'est une musique qu'on entend, là, encore. Bruno Le Maire, oui. Voilà, Bruno Le Maire pointe les collectivités dans la responsabilité du dérapage. C'est un scandale absolu. Oui. Les élus sont vent debout par rapport à cela. Eux qui vivent au quotidien à vérifier que chaque euro dépensé soit un euro utile, sincèrement,
les collectivités ne vivent pas dans le gras et l'opulence. Non, mais Voilà, certainement. Je parlais pas des voilà. collectivités, je pensais aux ARS, aux couches administratives dans les hôpitaux qui sont plus importantes qui prennent un tiers des postes des hôpitaux, par exemple. Donc, il y a peut-être aussi de ce côté-là une suradministration qui a tendance. Moi, je sais, j'ai fait des enquêtes auprès des personnes de terrain dans les hôpitaux ou dans la police. Ils me disent on ne peut plus faire d'autre travail tellement on a de paperasse administrative et technocratique de personnes qui sont au-dessus de nous et pour lesquelles à qui on doit rendre des comptes et qui finalement ne font qu'alourdir leur manœuvre. C'est possible à la marge, mais dans le même temps, on a fermé combien de lits depuis 20 ans dans les hôpitaux français, vous voyez. Donc oui, alors il y a peut-être une petite inflation administrative, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la cause du déficit. Je rappelle qu'on est à 3 000 milliards d'euros. Oui. Alors, Guy de Lafortelle, si vous souhaitez revenir justement sur cette réduction des dépenses publiques. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a un sujet de dire, effectivement, avant de réduire ces déficits, il faut commencer à équilibrer un budget. Et c'est compliqué quand, effectivement, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, on envoie des dizaines de milliards en intérêts tous les ans au marché financier. On a un exemple en Europe qui est l'Italie, qui est donc un pays qui a fait ces réformes très douloureuses. L'Italie est aujourd'hui un pays qui est plus pauvre qu'avant son entrée dans l'euro. Enfin, plutôt que de dire l'Italie, les Italiens. Donc, c'est des gens pour qui, en fait, il n'y a pas de miracle européen, c'est l'inverse. Et donc, il y a eu des réformes, justement, après la crise de 2008, qui a été surtout la crise des dettes souveraines de 2011, qui a été une crise qui a été encore plus douloureuse, qui a été très douloureuse. Ça n'a pas été douloureux en France, en vrai. Qui a été très douloureuse en Italie. Donc, ils ont fait les réformes qu'on leur demandait. Et il y a un budget primaire, il y a un excédent primaire du budget italien. Sauf que comme ils ont une dette et ils ont un système bancaire qui est vérolé encore plus que chez nous, ça sert à rien parce que le poids de la dette ne leur permet pas de sortir de l'ornière. Et ça, c'est quelque chose. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait on devrait annuler les dettes. C'est des choses qui se font. Mais on peut pas le faire tant qu'on n'a pas équilibré un budget. Parce que si on a, c'est-à-dire que et puis tant qu'on n'est pas souverain aussi. Oui, ça va ensemble. Ça va ensemble. Mais donc, il y a un sujet à ce niveau-là. Ensuite, il y a effectivement un sujet de fraude fiscale et que moi, j'ai tendance à mettre en parallèle avec la fraude sociale. Je sais que généralement, on a tendance à se renvoyer dos à dos. Il y a trop de fraude fiscale, il y a trop de fraude sociale. À mon avis, on est dans une situation où on peut pas tellement se permettre de traiter l'un et pas l'autre. Les deux sujets existent sérieusement, il faut les traiter. Il y a un vrai sujet de fraude fiscale, évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ça m'insupporte de voir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines un gros entrepreneur qui vient nous expliquer la main sur le cœur, qui vient de créer une fondation pour rendre à la société. Les yeux dans les yeux, pas la main sur le cœur. Oui, pardon, les yeux dans les yeux, la main sur le cœur, je sais pas quoi. Enfin, qu'en gros, il crée une fondation dans laquelle il va mettre toute sa fortune pour rendre à la société des trucs à la Bill Gates et tout ça, alors qu'en fait, la seule chose à laquelle ça sert à échapper à l'impôt et ça sert à pas payer d'impôt de succession, ou alors ils vont en Belgique, ou alors ils vont ailleurs. Et que effectivement, aujourd'hui, il y a une petite partie de la population qui est très petite, mais qui pour le coup se gave, mais de manière totalement incontrôlée. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont à mettre ensemble et il faudrait qu'on les traite tous. Mais effectivement, il faut faire ces choses-là en même temps et il y a un véritable sujet de souveraineté. C'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui commencer à dire on va s'attaquer à la fraude fiscale, ça veut dire d'une certaine manière, parce que c'est la fraude fiscale. Généralement, c'est légal, ce que les très grandes fortunes font. Il n'y a rien d'illégal dans ce qu'ils font. C'est le problème, c'est que vous avez des libertés, vous avez des règles au niveau européen. Donc il faudrait d'une certaine manière, ce que disait Charles Gavière, il faudrait faire un truc à la Orban dans laquelle on fait désolé pour ma vulgarité, mais on fait un doigt d'honneur à Bruxelles en disant maintenant c'est comme ça, et puis si vous êtes pas content, c'est pareil. Oui. Mais là, justement, alors si on n'y arrive pas, est-ce qu'on risque pas à l'inverse de se retrouver dans un scénario à la grecque avec une troïka qui nous impose finalement de tout reconstruire Éric Bocquet, est-ce que ça serait pas le scénario vers lequel on se dirige aujourd'hui?
quitter la Grèce, c'est un excellent exemple, effectivement. Il faut s'inspirer de ce que la Grèce a vécu. Au moment de la crise, là, en 2010-2011, effectivement, la Troïka, BCE, FMI, Commission de Bruxelles, a imposé une purge sans nom au gouvernement et donc au peuple grec, diminution des salaires, suppression de postes de fonctionnaires, etc. À l'époque, je ne sais plus, de mémoire, à vérifier, mais de mémoire, leur déficit était à 180% du PIB. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui, on doit être encore à 160, 150%. Donc le peuple grec n'est pas sorti de l'ornière. Ah, pas du tout, oui. Pas du tout. Ce qui a été fait, c'est qu'on a sauvé les banques qui détenaient la dette grecque. C'est ça qu'on a fait. Mais le peuple grec paye la note encore aujourd'hui. Éric Bocquet, juste pour être, parce qu'il nous reste peu de temps finalement, vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre sur les rails là pour la prochaine loi de finances, c'est à peu près le même scénario, c'est-à-dire qu'on va sauver les banques, on va sauver les intérêts étrangers, mais on va pas du tout sauver les Français, pour le faire simplifier. On n'en est pas là. Sans mépris pour le peuple grec, on est la 7e puissance du monde. PIB de 2800 milliards. On a un PIB équivalent à notre dette. On a 6111 milliards d'épargne en France. 6111 milliards. 3 fois la dette. 2 fois la dette, pardon. Donc, on a des ressources là. On a des ressources, mais ce gouvernement va continuer cette politique libérale qu'on subit depuis des années. Et bon, on va continuer à se battre partout où il le faut. Oui. On n'en est pas là, mais c'est quand même la tendance, c'est ce que vous dites. On fait pression sur les esprits des citoyens pour se préparer à une cure d'austérité renforcée. Une cure d'austérité qui ne servirait donc, selon vous, pas forcément les Français directement. À rien. Ouais. Guy de Lafortelle, le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui vous demandent la cure d'austérité, c'est ceux qui ont fait déraper le déficit depuis 7 ans. C'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler, parce que Bruno Le Maire veut défendre son bilan en disant « j'ai sauvé le pays de sa plus grave crise depuis la Deuxième Guerre mondiale » ou à peu près. Il avait engagé des dépenses, le dérapage des dépenses avant le Covid. C'était déjà n'importe quoi avant. Oui. Moi, à mon avis, au-delà même du ministre, il y a à Bercy, ils font n'importe quoi. Je sais, pardon, c'est le mot de la fin, mais ils ont ouvert des crédits les 2 mots de la fin. Illimité, mais des crédits de manière illimitée au moment du Covid qu'ils n'ont pas utilisés. Et plutôt que d'annuler ces crédits, ils se les sont gardés sous le coude. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui à avoir des budgets qui dérapent sans que ni au Sénat ni à l'Assemblée on puisse y faire quoi que ce soit, sans qu'on vote, simplement parce qu'ils rouvrent des crédits qu'ils avaient mis au chaud, qui ne sont absolument pas censés faire. Et que derrière, ou que encore l'été dernier, ils prennent des décrets là où ils devraient repasser devant le Parlement. Refaire voter, et donc, de modification de la loi de finances. Au lieu de faire une loi de modification de la loi de finances, on passe en décret, ce qui est quand même complètement illégal, enfin, ce qui n'est pas habituel en tout cas. Et donc, il y a vraiment pour moi le mot de la fin, celui-là c'est le vrai, c'est qu'aujourd'hui on a un système à 2 vitesses dans lequel vous avez l'immense majorité de la population qui souffre et vous avez une petite partie qui se goinfre et qui fait n'importe quoi. Et que ça, vous avez un monde à 2 vitesses et qui ne peut plus se parler, qui ne peut plus se comprendre. Et à mon avis, surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'au-delà du ministre, à mon avis, parce que Bercy, c'est un truc qui fonctionne très très bien sans ministre, et qui d'ailleurs, vous avez des gens qui font leur boulot, qui n'ont pas besoin du ministre pour le faire. Donc à mon avis, au-delà de ça, il y a un énorme problème avec les quelques centaines de très hauts fonctionnaires à Bercy qui font la pluie et le beau temps et qui ont perdu la tête depuis quelques années. Et Éric Bocquet, vous pensez qu'elle va pouvoir passer cette loi de finances facilement ? Voilà, je ne sais pas. On va vivre des semaines passionnantes jusqu'au bout. Ça va être une épreuve test pour Michel Barnier et son gouvernement. Voilà, le RN est en embuscade et c'est un peu lui qui va donner le là. Oui. Mais on va voir si Enfin, voilà, c'est intéressant aussi de voir la couleur finalement du RN et ce qui va voter ou pas. Lui qui se dit parti populaire, populiste, on va voir si là, il sera là peut-être pour défendre le peuple ou pour plutôt faire des alliances qu'on pourra considérer comme politiciennes. Merci. Déjà, il a validé l'arrivée de M. Barnier. Donc, voilà. Bon, on verra ce que nous annonce en effet Michel Barnier. Merci beaucoup Guy de Lafortelle, fondateur de la lettre d'information, l'investisseur sans costume et puis évidemment cofondateur de Tocsin. Éric Bocquet, merci encore, sénateur communiste du Nord, membre de la commission des finances. En effet, d'autres sujets passionnants à suivre avec vous et cette loi de finances. Je rappelle ce livre que vous citiez, La dette à perpète, aux éditions Le Temps des Cerises. Merci à tous les deux.